Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. J'habite à Beijing, dans le district de Haidian, dans le sous-district de Bailizhuang, où l'on a découvert un cas de Covid-19 la semaine dernière. Alors, le district a été classé comme zone à risque moyen et toutes les mesures de prévention sont de retour, à savoir la prise de température, un code de santé vert obligatoire pour entrer dans des lieux publics, etc., etc. Voilà, c'est la situation actuelle à Beijing. Pour vous faire connaître mieux comment nous vivons les Pékinois, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir deux invités, deux Pékinois sur notre plateau. Enfin, un Pékinois, Ding Yifan, à côté de moi. Bonjour. Oui. Alors, vous le connaissez très bien, il est politologue, économiste, il a fait ses études en France, mais surtout, il est Pékinois, il habite à Beijing, dans le même district que moi, oui. Haidian. Oui. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Notre Pékinois, c'est par Zoom parce qu'il habite dans l'autre côté de la ville, dans le district de Chaoyang. Il est un Français, mais un Pékinois, bien sûr. Et il est en Chine, à Pékin, depuis plus de 3 ans, je crois. Et presque 4. Presque 4. Voilà, il est directeur de l'AFP à Beijing. C'est Patrick Barr. Bonjour, monsieur Patrick Barr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Alors, ma première question à tous deux Pékinois. Alors, comment vous sentez-vous? Comment vous voyez cette deuxième vague de coronavirus, le retour de virus chez nous et surtout, dans l'endroit où vous habitez, est-ce qu'on a découvert des nouveaux cas de Covid-19? Qui est-ce qui veut répondre le premier? Alors, Patrick? Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est quand même une grosse différence avec ce qui s'est passé en tout début d'année. Quand il y a eu la première vague de l'épidémie, Pékin était devenu une ville fantôme, pratiquement une ville morte. Il n'y avait plus personne pendant plusieurs semaines. C'était une espèce d'ambiance de fin du monde parce qu'on sentait que beaucoup de gens avaient peur de sortir de chez eux. Les rues étaient désertes, la plupart des commerces, des restaurants, tout ça c'était fermé. Ce qui était normal parce que ça s'était produit pendant le Nouvel An chinois, donc au moment où beaucoup de gens quittent la capitale. Et puis en plus c'était en plein hiver, donc il y avait une ambiance vraiment sinistre. Bon, cette fois-ci c'est quand même très différent. Depuis quelques jours, j'ai quand même constaté beaucoup moins de monde dans les rues. C'est difficile de donner un chiffre, mais il y a peut-être 20, 30 ou 40% de personnes en moins dans les rues. On sent qu'il y a à nouveau des gens qui restent chez eux pour travailler. Les écoles sont fermées, donc les enfants ne vont plus à l'école. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont inquiets, donc qui ne vont pas au restaurant, qui ne vont pas au marché. Donc il y a quand même moins de monde, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en début d'année. On sent que les gens n'ont pas peur. Disons, beaucoup moins peur. Et Ding Yifan, alors, vous avez changé votre attitude de la vie de déconfiné et vous redevenez un Pékinois confiné? On est plus ou moins revenu sur le confinement. Oui. Parce que avant cela, avant le retour de l'épidémie, finalement, toute la ville était déconfinée. Donc, les gens sortaient normalement, les activités reprenaient, etc. Comme dit Patrick. Maintenant, mais tout de même, en comparaison avec ce qui était passé en janvier-février, il y a tout de même une différence. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement peur. On n'a pas tellement peur de la propagation du virus. Parce que finalement, regardez ce qui était passé à Pékin. Le cas de contamination a été tout de suite contrôlé. Contrôlé parce que... Chaque jour, une vingtaine, trentaine de personnes. Une dizaine de personnes retrouvées, et infectées, etc., etc. Mais tout de même, avec des cas d'infection,
les personnes suspectes sont tout de suite dépistées et confinées et isolées. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide que ce qui était passé à Wuhan. Ce qui était passé à Wuhan en janvier-février, il y avait une peur de la propagation. Donc, les gens sont devenus consciencieusement très prudents. Les gens gardaient la distance, les gens se gardaient de sortir. Tandis que maintenant, nous avons pris l'habitude. Les gens sortaient avec des précautions. Avec des masques. Avec des masques, etc. Garder la distance avec les autres. Et Monsieur Barr, dans votre district ou sous-district, est-ce qu'on a découvert aussi des nouveaux cas ou pas? Est-ce que vous faites contrôler ou pas? Alors moi, je suis contrôlé, mais pas à cause de mon district. C'est simplement parce que quand on a découvert ces nouveaux cas dans le très très grand marché de gros au sud de Pékin, qui s'appelle Xinfadi, la SPI est allée en portage. Donc évidemment, on n'est pas allé dans le marché lui-même parce qu'il était déjà fermé, mais on a circulé autour pour prendre des images, pour envoyer à nos clients. Et donc, forcément, on a été repéré à cause de nos téléphones portables qui sont, on a vu qu'ils avaient été à proximité de l'endroit à haut risque. Et donc, nous avons été plusieurs à aller faire un test de dépistage. Donc, on a fait ça la semaine dernière. J'ai eu droit, moi aussi, au petit coton dans le nez. Et donc, dès le lendemain, on a su qu'aucun d'entre nous, heureusement, n'était contaminé. Donc, tout va bien. Mais aujourd'hui, vous êtes invité, mais vous n'êtes pas venu. Vous préférez nous joindre par Zoom. Est-ce que c'est aussi par votre prudence ou parce que vous avez quand même peur? Non, j'aurais été ravi de me joindre à vous. C'était juste pour des raisons pratiques. C'est un peu trop loin. De vous joindre par vidéo. D'accord. Bon, alors, Ivan, c'est apparemment, hein, c'est aux États-Unis, par exemple, hier, je crois, c'est 20 000 personnes, nouveaux cas à peu près contaminés. Oui. Entre 20 et 30 000 tous les jours. Et en France aussi, à peu près 200 ou 300 par jour aussi nouveaux contaminés. Et nous, c'est 15, 20. Est-ce que c'est un peu exagéré? Ce n'est pas la peine de faire tant de bruit, non? Non, il y a d'autres choses. Parce que aux États-Unis, les gens sont en campagne électorale, etc. Il y a beaucoup de rassemblements. Donc, ce genre de rassemblement populaire sont propices pour la propagation du virus. Tandis qu'en Chine, en dépit de ce qu'on appelle le second retour de l'épidémie, les gens restent prudents. Les activités sont menées de façon normale, mais les gens gardent leur habitude de la distance sociale, de porte-masque, etc., etc. Donc, le cas de contamination était limité seulement au contact humain. On a découvert que cette fois-ci, la deuxième vague de l'épidémie était déclenchée dans un marché, etc. Donc, on a isolé les gens qui ont fréquenté le marché. Donc, rapidement, nous avons trouvé des personnes qui ont, pendant une certaine période de temps, ce marché. Et puis, facilement, on a isolé ces personnes. Et donc, apparemment, on a découvert aussi des gens qui ne sont pas allés sur ce marché, mais ils sont qui ont eu des contacts avec des personnes qui ont fréquenté le marché. Tout de même. Donc, c'est assez facile à retracer, le contact humain de ces personnes qui ont fréquenté le marché, qui ont des contacts avec d'autres personnes, etc. Donc finalement, parce que cette fois-ci, nous avons découvert que le paiement électronique a joué un rôle important, parce que le paiement électronique laisse des traces. Donc, on peut trouver qui est venu, qui est passé, qui ont payé, qui ont fréquenté le marché, qui ont utilisé le paiement électronique. Et tout cela, donc facilement, le dépistage se fait beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas ce genre de moyen de vérification. Monsieur Barr, apparemment, les Pékinois, en comparaison avec les Parisiens,
tous les deux ont à peu près partagent le même sentiment. Ils n'ont pas vraiment peur, hein. Ils sortent quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, apparemment la vie normale reprenne à Paris comme à Pékin. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un contexte assez différent. Disons que les Parisiens ont été totalement confinés pendant 2 mois. Donc, je pense que pour eux, il y a Mhm. une espèce de sentiment de libération, de retourner à une vie normale. Alors qu'en fait, à Pékin, il n'y a jamais eu de confinement. Disons que beaucoup de gens d'eux-mêmes ont choisi de rester chez eux. Mais Mhm. ils n'ont jamais été obligés d'y rester. Et donc, je pense que le contexte est en fait assez différent. Je pense que si les Parisiens devaient du jour au lendemain se reconfiner, il y en a beaucoup qui vivraient ça assez mal. D'accord. Bon, alors, Fan, comme vous le savez, hein, Pékin, après le confinement, après 56 jours sans nouveau cas de coronavirus, la vie économique reprend petit à petit, tout redevient normal, et maintenant, de nouveau, apparemment, tout s'arrête. Par exemple, ce marché, il est fermé. Mhm. Est-ce que ce deuxième vague de coronavirus va encore une fois donner un coup dur à l'économie chinoise? Pour le moment, parce que le marché était l'un des plus grands marchés du monde. Oui. Certains Le disent plus que grand c'est marché en Asie, en Asie, probablement, et troisième dans le monde. dans le monde, apparemment. Donc, du coup, l'arrêt des activités dans ce marché aurait eu des impacts sur la vie quotidienne de la population de Pékin. Mais finalement, ça n'a pas eu autant d'impact. Parce qu'on a réanimé beaucoup plus d'autres marchés tout autour. Nous avons réanimé plusieurs marchés tout autour qui ont repris à peu près les fonctions de ce grand marché. Donc, depuis 2 jours, j'ai constaté que dans mon quartier, dans mon sous-quartier, Oui. il y a aussi des marchands qui sont revenus, avec les masques, bien sûr, avec les masques, mais ils sont revenus avec des légumes fraîches, avec Donc il n'y a pas de problème de fourniture de légumes, de on n'a pas viande, constaté ça. Il n'y a même pas de hausse de prix pour les il n'y a articles même pas de courants. hausse de prix. Non, tout est normal. Et la vie économique reprend toujours. Oui et non. Oui, la production industrielle est à peu près reprise. Si ce n'était pas à 100%, c'est à 98%. Donc l'industrie industrielle, parce que même dans la production actuelle, si on porte masque, ça n'a pas de risque pour arrêter la propagation de virus, tandis que dans le service, pour la restauration, l'hôtellerie, le cinéma, le théâtre, etc., le grand rassemblement est toujours interdit. Donc ça a des impacts sur le service. Ça a toujours des impacts importants sur le service. Et M. Barr, les relations économiques, je dis, entre la France et la Chine s'arrêtaient pendant les 3 premiers mois de coronavirus. C'est net, sauf quelques avions de masques, de respiratoires, etc. Tout le reste, pratiquement, s'arrêtait. Même les personnes ne peuvent plus voyager dans les deux sens. Apparemment, tout devait recommencer à circuler. Mais tout d'un coup, cette deuxième vague fait encore arrêter les échanges commerciaux entre nos deux pays. Est-ce que, à votre avis, vous êtes pessimiste ou optimiste pour le développement économique et commercial entre nos deux pays dans les mois à venir? Oui, je suis optimiste dans le sens où je pense que tout repartira et peut-être même encore plus fort une fois que l'épidémie sera derrière nous. Évidemment, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est combien de temps ça va durer. La plupart des gens pensent que tant qu'on n'aura pas de vaccin, la crise économique risque de durer parce que même si les contaminations diminuent,
on risque toujours d'avoir la peur d'une deuxième vague. Donc, dans ce contexte, les gens vont probablement hésiter à investir et à reprendre une vie normale. Je pense, par exemple, il suffit de regarder la question des liaisons aériennes. Pour l'instant, il y a pratiquement plus d'avions entre l'Europe et la Chine. Donc, ça veut dire que de toute façon, le tourisme ne va pas reprendre. Et je pense qu'il ne reprendra pas avant peut-être avant l'année prochaine, si tout va bien. Donc, à long terme, oui, plutôt optimiste. À court terme, c'est vraiment difficile de voir la fin de tous ces problèmes économiques. Apparemment, l'Europe veut interdire les touristes américains parce qu'aux États-Unis, l'épidémie continue à se développer d'une façon extraordinaire. Mais entre l'Europe et la Chine, ça peut reprendre, non? Oui, alors les dernières informations que je lisais, c'est au 1er juillet, au moins la France rouvrirait ses frontières aux étrangers non européens. Mais évidemment, elle serait très sélective. Donc, des pays où l'épidémie a été fortement réduite, comme la Chine et le Vietnam, les touristes pourraient revenir en France. Par contre, les personnes originaires du Brésil ou des États-Unis devraient probablement attendre. Et je pense que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Je pense que ce sont surtout des suppositions. D'accord. Bon, Ting Fan, j'ai une autre question. Vous savez, la mairie de Pékin était très inquiet. Hein. Il a annoncé que Pékin est entré dans une période exceptionnelle parce que les autorités municipales ont peur que le coronavirus recommençait à se développer. Moi, par exemple, dans ma sous-district, on a découvert un cas. Nous serons tous contrôlés, toutes les personnes sans exception. Et gratuitement, d'ailleurs, c'est payé par le gouvernement. Mais est-ce que c'est une réaction un peu exagérée ou c'est vrai, derrière, il y a une peur? Parce que ça peut redevenir une pandémie de coronavirus à Pékin. Parce qu'on a peur, justement, parce que la municipalité a peur de voir l'épidémie recommence. Donc, c'est une mesure de précaution. Mais ce risque est important ou pas très important? Quelle est la réalité? La réalité est qu'on a réussi à maîtriser le nombre de contagions à un nombre très limité. Oui, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Oui, d'ailleurs, ces vingtaines de personnes ont été contaminées pendant la période du retour de l'épidémie. Donc, finalement, il n'y a pas eu de nouveaux cas d'infection dus à des sources inconnues. Donc, et de ce point de vue, je pense que la situation est complètement sous contrôle maintenant. Complètement sous contrôle. Oui, c'est une expérience chinoise depuis la dernière épidémie de SARS. Depuis en 2003, donc il y a 17 ans. Il y a 17 ans, nous avons découvert l'épidémie de SARS et à ce moment-là, on a découvert que plus tôt on agit, mieux la situation sera gérée. Et c'est dans cette optique que cette fois-ci, lorsqu'il y a à Wuhan un éclatement des cas d'infection, etc., toute la ville est fermée, enfermée, confinée, etc. Et puis maintenant, lorsque on a découvert aussi de nouveaux cas de contamination à Pékin, et on a trouvé la source au marché, puis toute la ville est d'une certaine manière confinée. D'accord. Bon, Patrick, la vie à Paris, le pandémie à Paris est déjà sous contrôle aussi. À Pékin aussi, sous contrôle. Mais pourquoi les vols sont toujours très rares? Je crois qu'il n'y a que 3 fois par semaine. Pourquoi les échanges des personnes sont strictement minimum? Alors, quelles sont les raisons?
Alors pourquoi il y a plus de vols? Oui, effectivement, pour l'instant, il y a uniquement un vol par semaine et par compagnie entre la Chine et chaque pays du reste du monde. Donc, en l'occurrence, par exemple, entre Pékin et Paris, ça fait 3 vols par semaine puisqu'il y a 3 compagnies chinoises. Et Air France n'a repris ses vols que la semaine dernière. Donc, je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est que la Chine laisse revenir tous les expatriés dont le visa en fait n'est plus valable, dont le visa ne les autorise plus à revenir en Chine. Et à ce moment-là, ça fera déjà, ça permettra déjà un retour à la normale, surtout pour les entreprises et les écoles internationales en Chine. Après, je pense que tout dépendra de l'évolution de l'épidémie. Mais si vous me permettez, il y avait juste un point que j'aurais voulu souligner. Ce que j'ai entendu de la part d'experts, c'est que la deuxième vague, elle va forcément arriver. La question, c'est pas si, mais quand. Et apparemment, à l'automne, à l'hiver, il y aura une deuxième vague. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, on est préparé, puisqu'on a su gérer la première vague. La deuxième, on ne sera pas pris au dépourvu comme la première, puisque maintenant, les gens auront intégré ce qu'on appelle les gestes barrières, les équipements, les masques, etc. Donc, on ne devrait pas avoir une ruée sur les hôpitaux comme ça aurait pu être le cas lors de la première vague. D'accord. Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas le SRAS. SRAS s'arrête une fois pour toutes. Et là, mais cette fois-ci, comme l'épidémie ou la pandémie commence à gagner toute la planète. Donc ça risque d'avoir un va-et-vient entre l'hémisphère du Nord et l'hémisphère du Sud périodiquement. C'est-à-dire que le virus supporte mieux le froid que la chaleur. Donc en été, peut-être ça va se calmer un peu. La pandémie va se calmer plus ou moins à l'hémisphère comme Patrick du Nord. a dit, l'automne, ça va revenir. C'est ça. Mais si vous regardez ce qui se passe dans l'hémisphère du Sud, au Brésil, en Argentine, etc., le cas d'infection est en augmentation rapidement. Donc, parce que l'hiver arrive. Parce que maintenant, là-bas, c'est l'hiver. Ça commence et ça risque de revenir parce qu'avec la mondialisation, etc., donc le virus risque de revenir en automne, en hiver, lorsque la température sera propice pour la propagation du virus. Le virus traversera le tropical pour revenir sur l'hémisphère du Nord et à ce moment-là, ça risque de se prolonger. Et Monsieur Barr, apparemment, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce virus peut revenir en automne, en hiver, c'est-à-dire l'humanité devrait en fait obliger de vivre avec ce Covid-19. Alors, si nous devons vivre avec ce virus, qu'est-ce qui va se passer? Le vaccin. Un vaccin? Le vaccin, oui, mais la Chine est en train de travailler le vaccin. Le vaccin sera prêt à sortir le mois prochain. Le mois prochain? Oui, en juillet, probablement. On a annoncé cette nouvelle. En général, un vaccin, il faut 1 an ou 2 ans. Non, on est déjà à la dernière étape de la vaccination. On a réussi à faire des tests sur des dizaines de personnes avec succès. Donc, il paraît qu'au mois prochain, en juillet, à Pékin, ils vont essayer de faire monter une chaîne de production pour le vaccin et probablement en août et en septembre, on pourrait généraliser le vaccin. Alors, un vaccin chinois, ce sera mondialisé parce que la Chine avait déjà annoncé, promis si on réussit. Oui. Hein? Donc, mais il faut pouvoir produire le vaccin en masse. Donc c'est une production industrielle. Donc tout ça prendra un peu de temps. Et Monsieur Barr, vous croyez le vaccin qui arrive bientôt? Oui, parce qu'il y a tellement
tellement de laboratoires dans le monde entier qui travaillent sur un vaccin. Je pense qu'on peut espérer qu'à vrai dire, il n'y aura pas un vaccin, mais il y en aura plusieurs qui auront peut-être seront peut-être plus ou moins efficaces. Et de toute façon, à mon avis, on n'aura aucune certitude quant à leur efficacité avant longtemps, parce que quand on va vacciner quelqu'un, je ne pense pas qu'on pourra savoir si le vaccin va être efficace pendant 6 mois, 1 an ou 10 ans. Donc, je pense qu'il faudra avoir beaucoup de vaccins différents jusqu'à temps qu'on trouve le meilleur, en fait. Et la dernière question pour tous les deux, est-ce que ce coronavirus a changé les relations entre les pays ou pas? Entre les pays, entre les peuples? La pandémie a changé le comportement humain. La pandémie a changé plus ou moins le comportement humain. Mais la pandémie a tout de même un côté positif. C'est-à-dire que cette fois-ci, la pandémie, c'est comme la guerre. C'est atroce, mais ça a un côté positif parce que ça accélère le pas d'innovation technologique. Cette fois-ci aussi, la pandémie a accéléré le pas d'innovation technologique dans beaucoup de domaines. Ah bon? Ah oui, dans le domaine de la médecine, on a fait beaucoup de progrès pour le traitement de maladies, pour l'invention de nouveaux médicaments, pour les innovations technologiques, pour la production des équipements médicaux. La Chine a réussi à produire beaucoup de ventilateurs. La Chine a réussi à produire des machines de scanner dans des conditions extraordinaires. Nous avons réussi à construire des machines scanners installées dans des camions. Donc c'est devenu une machine scanner mouvant. Il peut aller un peu partout. À Wuhan, ils ont utilisé ça. Et tout cela, c'est vraiment des innovations technologiques. On n'avait pas fait ça, mais on a réussi rapidement, dans un laps de temps très court, une vingtaine de jours, une dizaine de jours, ils ont réussi à construire une machine scanner mouvant. Donc tout cela, ce sont des côtés positifs de cela. D'accord. Et puis le développement de paiement électronique, par exemple. Paiement électronique. Au Moyen-Orient, dans les pays arabes, ils ont découvert que le contact humain avec le paiement des cash, etc., est encore une origine importante de la propagation du virus. Donc il change aussi. Il commence payer par téléphone. À introduire le système de paiement électronique pour essayer de résoudre le problème. Donc là, le comportement humain change à cause de l'épidémie. Et M. Barr? Alors, je pense que, pour reprendre une phrase célèbre de votre ancien Premier ministre, Zhou Enlai, il est probablement trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences de cette épidémie. Je pense qu'il y en a deux possibles. Soit la version négative, c'est que chaque pays s'est renfermé sur lui et a un peu peur de ce que le virus puisse arriver de l'étranger. Soit la version positive, c'est que les gens vont se rendre compte qu'on appartient tous à la même race humaine et que quand un pays est menacé, tous les autres le sont aussi. Donc on peut avoir les deux types de conséquences, à mon avis, à long terme. C'est un peu tôt pour le savoir, mais quand même, ça fait progresser la technologie humaine. Bon, de toute façon, coronavirus, cette guerre, l'humanité n'a pas encore totalement gagné. On va continuer ensemble. Merci à tous les deux. Merci à deux Pékinois qui nous expliquent comment ils vivent de cette deuxième vague de l'épidémie à Beijing. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.